Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous accueillir pour cette belle émission Mission Vision. Et aujourd'hui, on va parler, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait reçu une superbe invitée, Célia Cassel. Et tout d'un coup, dans son entrevue, il y a un nom qui est sorti... quelqu'un qui l'a aidé à l'école, Alexandre Poitras. Donc, il est ici. On va pouvoir parler de cette façon-là d'accueillir, d'accompagner les jeunes au niveau du poste secondaire. Et on le voit beaucoup là, en ce moment. Puis je suis même curieuse là, par rapport aux restrictions. Qu'est-ce qui se passe là, au niveau du cégep et de l'université. Donc, on va en parler avec Alexandre Poitras. Et tout de suite après, on va parler d'audio-description. On va aller un petit peu plus dans le monde culturel et artistique. Donc, j'ouvre le micro à Alexandre. Mais c'est pas moi, c'est Mathieu qui ouvre le micro. Et bonjour Alexandre. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de me recevoir à nouveau. Hein? Oui, en fait, on s'est vu l'année passée. Exactement. Mais c'est pas un secret, là. On est aussi amis dans la vie de tous les jours. Mais moi, je m'attendais pas à ce que Célia te nomme pendant l'entrevue. Et là, c'est tout de suite, j'ai dit, ben oui, je le sais, moi, qu'il t'a accompagné au cégep de Saint-Laurent. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, ben oui, il va être là dans quelques émissions, donc on va pouvoir en parler davantage avec lui. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait on parle souvent de l'accompagnement primaire, secondaire, mais un peu moins au niveau du post-secondaire. Et là, je trouve qu'avec toute... on va dire là, depuis l'année passée, on a vu partout là, des coupures. Comment ça se passe concrètement là, au niveau post-secondaire? Là? C'est sûr que ça a des impacts quand même. Je pourrais pas dire significatifs parce que j'ai pas mesuré chacun des collèges ou des universités, mais par contre, ça a changé les pratiques, ça a changé la façon qu'on voit aussi ou le temps qu'on peut accorder accompagner les personnes en situation de handicap, mais notamment les personnes avec un handicap visuel. C'est sûr que oui, parce que avec les restrictions budgétaires ou avec le fait qu'on ne peut pas embaucher une personne, mais des fois, les accompagnateurs, il faut se réinventer. Donc, des fois, on embauchait une personne accompagnatrice pour, justement, travailler certains points précis avec la personne. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas la rembaucher parce qu'on a un plafonnement des heures travaillées. Donc, ce qui nous faisait en sorte qu'on devait revoir à l'interne. Mais la personne à l'interne, peut-être qu'elle n'avait pas l'expertise ou elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour accompagner. Donc, ça arrivait des fois, on devait faire des gymnastiques. Donc, est-ce que ça a amené une surcharge de travail pour d'autres personnes? Est-ce qu'on a dû faire des choix au niveau des accompagnements? Certains cégeps ont sûrement dû faire ces choix-là, mais c'est sûr que ça a changé nos pratiques. Mais c'est ça, c'est que ça a changé les pratiques. Oui. C'est que dans le fond, c'est depuis... l'automne, même un peu avant, ça a commencé... ça a commencé en novembre 2024, lorsque on a eu l'annonce du gouvernement qu'on ne pouvait pas embaucher et puis on ne pouvait pas remplacer les personnes en maladie, étant donné qu'on avait un plafonnement des heures travaillées. Oui. Ce qui fait en sorte que cette restriction-là a amené des changements quand même significatif là, dans les services, notamment dans les services pédagogiques, mais dans les services aussi auprès des étudiants, malgré qu'il y avait des règles pour les personnes là, qui travaillent en service direct auprès des étudiants. Eux, on avait le droit de les remplacer. Par contre, on avait la contrainte des heures travaillées qui devaient être prises en considération. Donc, ce qui fait en sorte que c'était un peu contradictoire. Si je remplace la personne, elle compte en double. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un d'autre que je peux pas remplacer. OK, ouais. Donc, puis ça... Il y a Après eu ça, des choix, là, c'est 2025, on a vu là, pendant l'année tout ce qui se passait au niveau médiatique. Exact. Mais c'est parce que la différence avec justement le cégep et l'université, tu sais, même je pense qu'il y a une distinction à faire entre le cégep et l'université. Tout à fait, tout à fait. Oui, le niveau d'autonomie qu'on demande au niveau collégial, c'est une progression.
on ne se cachera pas, quand les étudiants arrivent en première session collégiale, ils ont des défis au niveau postural. Donc, quand je vais parler le défi postural, c'est vraiment le changement du paradigme de « je reçois des services lorsque je suis au secondaire » à « je dois demander des services ». Donc, tout ce qui est la déclaration, tout ce processus-là est très demandant et c'est quelque chose qui est nouveau pour les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ont des défis particuliers. Oui. Notamment, s'ils ont des défis au niveau émotionnel, au niveau éducatif, au niveau organisationnel, s'ils ne le disent pas, ils n'ont pas de service. Ce qui fait en sorte que des fois, ils se retrouvent avec leur petit baluchon à eux-mêmes et ils doivent tous travailler dans leur coin. Et nous, on leur lance des perches, on va les voir, on parle avec les enseignants, mais tant aussi longtemps que l'étudiant ne vient pas faire le pas vers nous, nous, on ne met pas de service en place. Et c'est là le gros défi des étudiants qui arrivent au collégial. Mais ça veut dire qu'automatiquement, si l'élève... Tu sais, on va prendre un exemple très, très gros. Là. Exemple, un élève là, qui est aveugle. Là. Oui, c'est assez gros, là, dans le sens que c'est évident. Là, c'est assez visible. C'est visible, oui. Hein? Bon, ça veut dire, si cette personne-là ne vient pas vous voir pour vous dire « Hey, moi, je suis aveugle et j'ai besoin d'aide oui. », vous pouvez rien faire. Bien, on peut faire quelque chose. On a quand même des obligations au niveau de la santé et sécurité dans le lieu physique. Oui. Donc, l'accessibilité, c'est une loi, c'est l'accessibilité universelle qui s'applique. Par contre, une fois que la personne, elle ne demande pas le transport adapté, c'est pas le collégial qui va s'en occuper. On va lui dire, il y a du transport adapté qui existe. Oui. Donc, puis je vais aller dans le concret avec dans mon processus d'accompagnement que j'ai fait avec Célia. Oui. On sait qu'elle a une cécité complète. Et elle n'a pas un résidu visuel, elle n'a pas. Là, donc, c'est vraiment 2 globes oculaires là, des prothèses qu'elle a. Oui. Lorsqu'elle est venue me voir aux portes ouvertes 1 an avant son entrée au collégial, moi, je l'ai reconnue par le fait que j'écoutais La Voix junior. Donc, on a créé notre lien par rapport à cet intérêt-là et je lui ai dit, Célia, une fois que tu auras fait ta demande d'admission en avril et tu as eu ta réponse, je veux que tu m'écrives. On va se rencontrer parce qu'on va déjà préparer ta transition. Oui, on va préparer ton arrivée finalement. Exactement. Parce que Célia, lorsqu'elle était au secondaire, elle avait une personne qui était une accompagnatrice individuelle pour elle. Oui. Donc, elle faisait beaucoup de choses pour elle et qui l'aidait et la soutenait. Il y avait des choses qu'elle ne faisait pas seule et que moi, je demandais qu'elle fasse seule dans sa transition. Donc, on a préparé avec son père, avec et Célia, un plan de transition pour arriver au collégial. Donc, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place qui appartient à Célia et qui appartient à ses parents qui peuvent la soutenir. Oui. Donc, on a parlé du transport adapté, on a parlé de se déplacer, l'orientation dans le cégep, l'orientation, la mobilisation, contacte ton intervenante, je veux la rencontrer. Moi, je dois planifier, installer les logiciels spécialisés sur nos ordinateurs pour qu'elle puisse y avoir accès. C'est pas des logiciels comme ZoomText que je peux installer. Non. Parce que c'est pas un agrandissement dont elle a besoin. C'est un autre logiciel là, de synthèse vocale. Donc, un lecteur d'écran, mais qu'elle va utiliser comme synthèse vocale, qui est Jazz. Donc, toute cette installation-là, je devais coordonner. Mais je ne pouvais pas me permettre de le faire au mois d'août, alors que Célia commençait son cégep au mois d'août. Moi, je devais avoir tout en place avant qu'elle arrive. Quelque chose que j'avais demandé à Célia, c'est d'utiliser les plateformes et de voir qu'est-ce qui était accessible et qu'est-ce qui n'était pas accessible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Célia, c'était ma première étudiante avec une cécité complète qui est arrivée au collégial et que j'accompagnais. Oui. Donc, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Donc, j'avais un inconfort, pas envers la personne, mais envers le type d'accompagnement que je fais. Est-ce que je l'accompagne et j'en fais plus de ce que je devrais faire? Est-ce que je brime son autonomie? Est-ce que je la réconforte aussi dans sa zone de proximement le développement? Est-ce que je la challenge suffisamment pour qu'elle développe son autonomie? Donc, il y avait tout ce jeu-là d'aller-retour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est arrivé, et Célia est arrivée au collégial, on était en pleine pandémie. Oui. Donc, on n'était pas dans des conditions optimales d'intégration. Donc, je ne pouvais pas voir Célia, il fallait que j'aille un masque. Donc là, il y avait toute la barrière linguistique au niveau du masque. Bon, on l'a engagé pour qu'elle m'entende.
Il y avait tout le côté de les déplacements, donc les déplacements qu'on lui faisait faire, mais présentement, on devait tout effacer et de lui refaire faire lorsque tous les étudiants allaient revenir au cégep. Ah oui. En 2022, à l'automne 2022, on a eu cette progression-là. Ben oui. Et on avait un défi colossal, donc de partir du pavillon central et aller au pavillon de musique. Et elle devait passer directement dans le stationnement. Oh. Donc, ce qui a fait en sorte que Pour la sécurité. On a mis des choses en place de façon sécuritaire, mais on a mis aussi un accompagnateur, une personne physique, OK, oui. qu'on se faisait un relais et on accompagnait Cilia pour s'assurer que dans son apprentissage au niveau de son déplacement sécuritaire, elle soit en sécurité et qu'elle ne fasse pas face à un autre auto. Parce qu'il y a bien beau allumer les lumières, mais elle ne les verra pas. C'est ça. Donc, il y avait tout cet enjeu-là. Mais là, c'est pour ça, comme tu dis, il y a vraiment comme cette transition-là, il y a vraiment comme ce jeu-là que toi-même, tu dois dire, OK, bon, ça, tu sais, j'en fais-tu trop, j'en fais-tu pas assez? Exact. Mais le but, c'est d'aller vers une autonomie... Une autonomie pleine. Pleine pour... Et qu'elle puisse dire, voici, bonjour Alexandre, moi j'ai besoin de ça. Et on est arrivé après... Cilia, elle avait un programme de 2 ans. On l'a fait faire sur 3 ans. C'est ça. Donc, la première année, on a mis des cours avec ses intérêts. On a mis des cours de formation générale pour qu'elle puisse un peu faire vivre là, le tout. Puis, on a retardé les cours d'éducation physique parce qu'on avait des enjeux au niveau d'accessibilité, au niveau de l'éducation physique. Elle a fait 2 cours d'éducation physique, un en pandémie, derrière un écran, faire du yoga. Il y a eu des situations quand même, beaucoup d'adaptations qui a dû être faites de la part de l'enseignante, mais on est arrivé à certifier Cilia là, au niveau de l'éducation physique et elle a fait un 2e cours d'éducation physique qui était de la musculation, donc où toutes ces stations de musculation, il n'avait pas de déplacement. Donc, tout était mis on avait tout mis en adaptation. Place. Ouais. Mais là, ça veut dire que quand, là, on le sait, là, il y a vraiment... moi, je trouve que la différence entre le secondaire et le cégep, c'est parce que c'est une transition. Donc, il y a des étudiants qui peuvent avoir 17... Exact. 18 ans, tu sais, dans le sens qu'ils suivent leur parcours. Oui, il y en a qui sont dans leur parcours linéaire, donc après le secondaire, ils s'en viennent au collégial. Mais au collégial, tu peux en avoir qui ont 45 ans, là, aussi, là. Oui. Ça fait, alors là, c'est là aussi toute cette gestion-là, parce que j'ai 45 ans, j'ai un handicap visuel. Oui. C'est comme différent de la personne qui a 17 ans aussi. Tout à fait. Pour l'autonomie, là. Bien, oui, il y a tout au niveau de l'expérientiel aussi qu'il ne faut pas négliger, mais il y a toute la connaissance de soi. C'est ça. Donc, tu sais, advenant que tu décidais de refaire un retour aux études pour X, Y raison, donc tu décides de faire un autre programme d'études. Oui. Contrairement à ce que tu as vécu lorsqu'on était ensemble au collégial. Jeune, tu as été voir une personne, tu as dit, bon, ben j'ai X, Y, Z limitations, donc on va mettre des mesures un peu. Et là, il y a tout un processus que tu vivrais, que tu n'as pas vécu en 2004. Non, ça serait complètement c'est sûr, différent. Ça serait différent parce qu'au niveau de l'expérience, comme tu dis, là, je suis pas une petite fille, là. Exactement. Donc, tu te connais davantage. Tu es en mesure de dire, non, moi, cette mesure-là ne fonctionnera pas pour telle raison. J'ai besoin de telle mesure. Ça va venir pallier telle limitation. Puis, moi, à partir de tant de temps, j'ai une surcharge cognitive, j'ai une fatigue oculaire, et c'est toute cette connaissance-là que les étudiants, lorsqu'ils arrivent au secondaire, on leur pose ces questions-là, ils n'ont pas ces connaissances-là. Donc, ce qui a fait en sorte que on a tout appris avec Cilia. Mais en fait, oui, tu dis, on a tout appris, mais c'est parce que, tu sais, je pense que le fait qu'elle arrivait du secondaire, est-ce que quand elle arrive du secondaire, elle a tu sais, comme justement, il y a une transition. Les professionnels qui l'accompagnaient se sont assis avec toi, t'ont parlé ou pas. Parce que, tu sais, entre le primaire et le secondaire, il y a ça. Tu sais, il y a le chemin, il est comme tracé. Mais au niveau du cégep,
Bien, effectivement. Donc, ce qui arrive au collégial, lorsqu'on a des dossiers un peu plus, je vais dire, complexes, pas parce que la personne est complexe, mais les situations d'intégration sont plus complexes, Oui. notamment que ça demande plusieurs acteurs alentour. Oui, on va demander est-ce que l'intervenant qui l'a suivi lorsqu'il était au collégial, OK. au secondaire, de venir s'asseoir avec nous et qu'on puisse faire un plan de transition linéaire. Ce qui est arrivé avec Cilia, mais aussi on avait demandé les intervenants de l'Institut Nazareth-Louis Braille Oui. qui avait un dossier actif pour Cilia pour qu'elle vienne aussi m'expliquer c'est quoi les enjeux et c'est quoi sa zone proximale de développement. Au niveau du déplacement, est-ce que c'est un point de vigilance? Est-ce qu'elle est autonome? Et on a mis des choses en place pour, un, je dois assurer sa santé et sécurité, et deux, il faut que je mette des processus en place que si elle est contrainte ou est dans un endroit où elle ne se reconnaît pas, il faut qu'on trouve un repère, elle peut m'appeler. Oui, mais c'est ça aussi, je trouve, l'enjeu. C'est que toi, Alexandre, oui, quand on était jeunes, tout ça, on a fait le cégep ensemble. Donc, tu sais, t'as vu un peu, là, ça pouvait ressembler à quoi une fille qui a un handicap visuel. Bon, dans ce sens-là. Mais ça reste que tu n'es pas un professionnel de l'handicap visuel. Du tout. Mais là, ça veut dire qu'au 4-4, toi, tu as ton poste au niveau collégial. C'est comme si tout d'un coup, tu dois devenir expert. Bien, moi, je me vois comme un généraliste. Oui, Okay. t'es comme un généraliste, mais on dirait que ça induit un peu comme si tu dois être un expert tout d'un coup de cette limitation-là, parce que là, il y a des personnes qui vont se dire, moi, il faut que je prenne le rôle de l'expert et c'est moi qui dois être en contrôle. C'est pas ma posture à moi. Moi, dans ma posture, c'est la personne experte d'elle-même, c'est la personne avec la situation de handicap parce que je connais les situations de handicap, mais comment elle le vit et comment elle se le traduit, ses limitations, c'est elle qui le sait. Et c'est là l'enjeu au collégial, c'est que c'est toute la connaissance de soi. Mais une fois qu'on a travaillé sur la connaissance de soi et que la personne est capable de répondre à mes questions, on est en mesure d'élaborer ensemble jusqu'où moi je vais aller dans son accompagnement et combien de temps. Mm-hmm. Est-ce que je vais prendre la posture de guide? Donc, par exemple, je vais être vraiment à côté d'elle et je vais la guider tout le long de son parcours scolaire. Oui, l'aide pédagogique individuelle a un rôle de guide. Est-ce que je vais prendre le rôle de coach? Est un peu plus axé sur un objectif précis. Après qu'on a atteint cet objectif-là, on s'en va sur un autre objectif. Un autre, ainsi de suite. Arriver à la fin et vivre une grande réussite, mais on y va avec des petites réussites. Ouais. Ou je vais être plus dans une posture de... là, c'est pas une posture reconnue dans la recherche, mais je vais dire la posture Mère Teresa. Ce qui veut dire que je vais tout mettre en place. Une posture comme... Ben, c'est pas une posture qui est reconnue, c'est pas scientifique. Mais ça peut arriver, là. Mais je peux avoir je peux me prendre pour Mère Teresa et de vouloir et sauver la personne et de tout être dans son bien-être et ne pas la sortir de sa zone de confort et de m'assurer qu'elle vive que des réussites et qu'on ne la mette pas dans une situation d'échec. Ben oui. Oui. Ça donc, pourrait... mais à ce moment-là, est-ce que on est dans une posture que je l'aide, je la soutiens ou je contribue à la situation de handicap? Parce qu'on sait que la situation de handicap, c'est l'environnement qui n'est pas adapté. Oui. Mais si on n'adapte pas l'environnement, c'est une chose. Mais si on ne développe pas des stratégies compensatoires pour que la personne s'adapte aussi dans l'environnement, on contribue à une situation de handicap. Mais c'est là que je trouve ça super intéressant que tu dises ça. Parce que, comme professionnel, de dire tout d'un coup, tu sais, de se remettre en question puis dire, est-ce que je suis en train, là, de contribuer à sa situation de handicap? Exact. Ben, parce que c'est sûr. C'est sûr que ça arrive. Parce qu'on reste des humains, là. Hein? Tu sais, je veux dire, tout professionnel est un humain. Mais c'est pas tout le monde qui se pose cette question-là parce que c'est confrontant, Alexandre, là. Mais c'est extrêmement confrontant. Puis tu sais comment que j'ai travaillé sur moi, sur justement l'accepter de me porter un regard sur ma pratique et dans la pratique. Oui. Mais tu sais, par exemple, lorsqu'on se côtoie à l'extérieur et qu'on est en train de marcher présentement, les rues sont pas super bien déblayées. Non. C'est quand même... Ça peut glisser. Ça peut être glissé. Dans ton cas, tu te promènes avec ta canne, tout ça. Mais ça coince dans les bancs de neige. Puis je peux être à côté de toi. Oui. Mais est-ce que je vais tout de suite te donner la main parce que je vais prendre pour acquis que, t'es pas en sécurité, fait qu'il faut que je te sauve? Oui. Ou
je vais être à côté de toi, je vais porter un regard et je vais te laisser le choix de dire, Alexandre, est-ce que tu peux me donner ton bras Exact. pour avoir un appui ou je te l'impose? Tu l'imposes. Et là, ça. c'est là, ce jeu-là, qu'on est toujours en interaction puis en relation, puis dire, OK, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je la confronte? Est-ce que je l'infantilise? Ou je la rends autonome, puis elle décide à quel moment elle a besoin de mon aide? Ouais. Fait qu'il y a tout ce processus-là. Et plus qu'on travaille avec la personne, mais plus qu'on fait de l'étayage. Donc, on réduit le niveau de soutien. On soutient tranquillement. On coupe pas tout de suite. Mais justement, là, quand tu arrives à l'université, là, il y en a encore moins de services parce que la population est plus grande. Oui. Donc, la personne doit être encore plus autonome et encore plus dire j'ai besoin de ça. Par exemple, Cilia a besoin de ces... Mais comme là, tu es au conservatoire. Elle est au conservatoire là, de musique, exact. Comme, c'est un hybride entre... Il y a des programmes universitaires puis il y a des programmes collégiales techniques. Donc, c'est un hybride étant donné que c'est une école spécialisée. Ouais. Là, c'est une école... conservatoire de musique, conservatoire d'art dramatique. Donc, c'est des écoles... Mais ça demande plus d'autonomie. Exact, parce qu'on s'attend à un niveau plus grand au niveau de l'autonomie. Ouais. Mais, par exemple, Cilia, maintenant, est capable de dire, OK, parfait, j'ai besoin d'avoir mes partitions en braille musicale, je veux les avoir pour telle date, on les envoie à tel fournisseur parce qu'on a développé ça. Avant, Cilia n'avait pas besoin de savoir c'était qui le fournisseur, parce que c'est moi qui s'en occupais. Mais à un moment donné, ce fournisseur-là a rentré en contact avec Cilia, ils ont travaillé ensemble et tranquillement, on a mis une personne enseignante qui coordonnait l'ensemble des actions au niveau de la musique pour s'assurer que les partitions sont les bonnes. Moi, je ne suis pas professionnel de musique, Ben non. mais je suis capable de savoir que ça va me coûter tant. Mais est-ce que la partition est bonne? Est-ce qu'elle est bien traduite? Est-ce qu'elle est bien... rendu, est-ce qu'on a des enjeux? Moi, je ne suis pas prêt à ça. Fait que j'ai travaillé en équipe avec l'enseignante de musique qui a donné la formation musicale auditive. Et par la suite, cette enseignante-là, qui est devenue son pilier, elle a fait sa transition avec elle à l'université pour s'assurer de la coordination. Puis après ça, Cilia a développé tranquillement elle-même son autonomie puis dire, maintenant, quand je vais intégrer le marché du travail, il n'y en aura pas d'Alexandre. Non, c'est ça. Et ni lorsque je vais aller faire une pièce d'opéra ou je vais aller faire une pièce de comédie musicale, je vais devoir prendre les partitions puis d'aller donner ça à quelqu'un, un fournisseur, pour dire est-ce que tu peux me mettre ça en braille musical pour que moi, je puisse les avoir accessibles et que je puisse apprendre mes textes et apprendre aussi mes partitions. Mais ça veut dire que dans le fond, tu as fait le chemin avec, tu sais, pour pas qu'elle se retrouve entre j'avais un certain soutien au collégial et là, tout d'un coup, il n'y en a plus du tout et je dois faire. Mais est-ce que c'est automatiquement ça qui se passe? Non. C'est ça. Non. Mais un des facteurs individuels, faut pas oublier, on est l'être humain est l'outil principal en intervention. Donc, qu'est-ce qui constitue l'être humain? Notre personnalité, notre vision, nos objectifs et notre posture d'accompagnateur. Cilia, elle a eu moi comme accompagnateur pendant les deux premières années de son cheminement scolaire. Puis la troisième année, elle a eu une autre personne accompagnatrice parce que moi, j'ai quitté le collège. Oui. Donc, elle a eu une troisième personne, mais la troisième personne avait très peu d'intervention à faire étant donné que j'avais rendu Cilia à un niveau X d'autonomie. Oui. Donc, tout était mis en place. Donc, c'était juste de la poursuite. Par contre, si j'avais changé ma posture avec Cilia, puis j'aurais dit, elle m'a fait pitié, elle voit pas, elle n'a pas accès. Puis là, non, j'aurais pu la garder dans cette posture-là et après ça, l'envoyer en troisième année avec un autre de mes collègues, puis dire, continue. Puis lui, il aurait complètement changé parce qu'il n'est pas la même personne que moi, il n'a pas la même posture que moi, il n'a pas la même vision que moi au niveau de l'autonomie. Oui. Donc, tout ça, c'est un facteur identitaire qui a une interaction et qui influence aussi le niveau d'autonomie de la personne étudiante. Puis ça, on le voit avec les personnes autistes, on les voit avec les personnes avec un handicap visuel, avec un handicap un handicap auditif, avec un handicap moteur. On a différents handicaps, incapacités et c'est comment nous, on perçoit la personne en situation de handicap, avoir une influence sur comment nous, on va les accompagner. Puis c'est pour ça que je dis, est-ce que je suis un guide? Est-ce que je suis une Mère Teresa? Est-ce que... Ça, c'est moi, en tant qu'individu, en tant qu'intervenant, comment je me positionne et comment moi, je veux amener ça. Mais ça, c'est toi, comme tu dis, c'est toi personnellement qui fais ça. Exact. Parce que ce n'est pas tous les professionnels
qui vont avoir cette remise en question-là parce que, comme je disais, mais je pense que on veut être là pour aider, en fait. Je pense que les intervenants sont en mesure de se remettre en question. Mais lorsqu'on sort avec une situation qui est inusitée, quand je dis une situation inusitée, c'est rare qu'on reçoit une étudiante sur son handicap avec un handicap visuel de niveau de Cilia. Ce qui fait en sorte que, faut que moi, ça me remet en question. Mais s'il a arrêté dans un autre collège et l'intervenante ça aurait été autre chose. Et l'autre intervenante, elle serait aussi remis en question. Parce que c'est inusité, c'est la première fois que ça arrive. Mm-hmm. Malgré que j'en avais 280 étudiants. J'avais Cilia, bien sûr, Cilia. Qui avait un handicap visuel. Oui, exact. Puis t'en as pas eu tant que ça non plus, là. Non, l'année d'après, le message est passé, j'en ai eu une deuxième. Oui. Et après ça, fait que là, mais il n'y en a quand même pas 25, là. Non, on est rendu à 4, mais à 4 dans le réseau collégial. Puis lorsque les 4 qui sont en musique, là, on en a plus que 4 là, avec des déficiences visuelles, mais 4 handicaps visuels en musique. Et lorsque ça l'arrive, ils m'appellent parce que j'ai beaucoup fait des choses en place avec eux, mais on en a beaucoup en informatique, en intégration multimédia, on en a en analyse biomédicale, on en a en éducation à l'enfance, éducation spécialisée. Mm-hmm. Donc, ce qui fait en sorte que c'est très diversifié. Oui, c'est ça, mais il n'y en a quand même pas des tonnes en situation de handicap visuel. Non. Présentement, avec la base vision inclue, je dirais qu'on est à une vingtaine, là, peut-être trentaine maximum. Mais c'est ça. Puis c'est parce que, tu es beaucoup au courant aussi parce que tu vas garder t'es comme associé. Ah oui, c'est vrai, Alexandre, il est excellent pour, telle clientèle, celle-là. Donc, c'est pour ça aussi que tu restes comme un pilier c'est au ça. niveau Donc, de l'handicap visuel. Chacun, dans mon travail, on a chacun nos forces. L'handicap visuel n'est pas mon premier dossier où je suis le premier preneur. Moi, c'est les stages, les formations qualifiantes. Oui. Donc, je me réfère beaucoup à ma collègue qui a une expertise en handicap visuel et après ça, on travaille en collaboration ensemble. Alexandre, c'est tout le temps super intéressant parce que je trouve que les étudiants, dès qu'ils quittent le secondaire, on en entend beaucoup moins parler. Comment ça se passe? Je l'ai vécu. T'étais là, tu l'as vécu avec moi. Donc, je trouve ça tout le temps important de te donner une tribune pour venir parler comment ça va. Mais pour terminer, là, en un mot, est-ce que tu dirais que ça se passe bien en ce moment dans les cégeps? Relativement? Il y a beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience. Parfait. J'aime ça. On va te recevoir une autre fois dans la saison, puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, tout de suite après la pause, on va parler d'audio-description. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Donc, j'accueille Maude, en fait, moi, je vais dire Maude de Danse Cité, parce que c'est comme ça que je t'ai connue, mais c'est Maude Mazo-Rothenbuller, on s'amusait juste avant, parce que c'est un défi visuel, surtout quand on a la dégénérescence maculaire et qu'on perd des bouts de lettres. Mais quand c'est des mots qu'on est moins habitué de voir, des fois, ça donne pas quelque chose de très lisible. Donc, c'est pour ça qu'on s'amusait juste avant, puis elle me le redisait pour être sûre d'avoir la bonne prononciation. Mais tu as bien géré. Super! Alors, Maude, on va parler d'audio-description, mais comme je disais, moi, je te connais de Danse Cité. Ça fait quand même quelques années. Il y avait eu, là, avec Danse Cité, justement, des ateliers qui se faisaient avec des personnes qui étaient en situation de handicap visuel. On était, je vais dire, un peu comme des cobayes, là. Donc, on venait vivre l'expérience. Ouais. Et là, il y avait tout un question d'exploration même, de se laisser aller. Il y avait tout le temps comme un partage au début. Après ça, on vivait le spectacle. Puis
c'était de toutes sortes, là. Il y en a eu des plus gros, des plus petits, avec Moi, il y en a un, il m'a rentré dedans, là, les émotions à fleur de peau. Je me suis ramassée, je sais pas trop où, dans un trou... J'étais enfoncée, mais c'était à cause des sons. Ouais, je me souviens. Tu t'en rappelles, hein? Ça m'a paralysée complètement. J'avais peur, j'étais terrorisée. Mais c'est ça, c'est comme si... tu sais, c'est une façon de nous amener à connecter avec d'autres sens. Puis des fois, ça se passe pas nécessairement comme... Non, ouais. Même nous, on aurait pu penser. Mais j'avais quand même beaucoup aimé ça. Tout ce processus-là de venir vivre plusieurs ateliers pour vous, après ça, vous amener aussi finalement, je sais pas, est-ce que ça changeait le spectacle ou la façon que vous le faisiez, mais en tout cas, c'est sûr que ça vous amenait des pistes de réflexion super intéressantes. Là. Ouais. Est-ce que tu aimerais que je contextualise ce projet-là dont tu parles? Ben vas-y, contextualise-le parce que moi, j'en parle comme la personne qui l'a vécu. Mais c'est ça, toi, t'es la personne qui l'a organisé. Ouais, en fait, tu parles du projet qui s'est tenu il y a, je pense, 3 ans. Ouais, qui à peu près. s'appelait Décloisonner la multisensorialité. Exact, c'est ça. Auquel tu as fait partie. Toi, tu mentionnes que tu t'es sentie cobaye et nous, de notre côté, on vous considère... Comme du matériel pédagogique. Ouais, mais en fait, comme des experts, expertes, des consultants. Des consultants. Ouais, vraiment, vous étiez rémunérés. Et en fait, l'idée, c'est dans tout ce beau projet de densité qui est vraiment de travailler dévoué à la communauté des personnes aveugles, de relever toutes sortes de défis. On a vraiment décidé de le faire main dans la main, en compréhension. Oui, on est une équipe de voyants, mais on a vraiment envie d'être en alliance, en compréhension des réalités, des enjeux, des besoins. Oui. Donc, on a fondé tout ce dispositif qui permet d'accéder à des spectacles avec audiodescription. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, Puis en parallèle, on trouvait ça hyper intéressant au niveau de la pratique artistique, de confronter ou de créer ces rencontres entre des artistes créateurs, créatrices en danse avec la communauté des personnes aveugles pour comprendre est-ce qu'on peut créer autrement, est-ce qu'on peut adapter les choses dès les premières bribes de création, introduction à la création. Est-ce qu'on peut penser moins visuel et plus sensoriel? Puis c'est très en affinité avec le mouvement, avec la danse, tu sais, avec... Puis c'est comme relever des nouveaux défis, penser autrement, changer les choses. Donc, ce projet auquel tu as participé, c'était vraiment... Vous étiez une cohorte de... Oui, puis il y avait toutes sortes. Au début, on était un peu plus, mais c'est ça, donc des gens avec toutes sortes de handicaps visuels aussi. Là, donc, il y en avait qui avaient une cécité complète, il y en avait qui avaient encore un résidu. Tu sais, c'était vraiment un peu de tout pour montrer aussi que des fois, une personne qui voit, mais elle ne voit pas, tu sais, ce qu'on pourrait dire, je vais dire comme moi, là, exemple, avec ma vision, mais que moi, je préférais le faire les yeux fermés. C'est parce que moi, je voulais vraiment comme plonger dans l'expérience. Oui, puis nous, ça nous fait un immense terrain de compréhension. Et en fait, nous, je dis nous et vous ensemble, parce qu'en fait, effectivement, tu reviens sur... Je dirais comme un choc que tu as vécu, un choc émotionnel, mais qui était lié, en fait, au son que l'artiste prenait, qui était... Pour eux, c'était comme le son des drones ou des hélicoptères, mais on a réalisé que ça vous a ramené dans des salles de chirurgie, que ça a vraiment réveillé des traumas auxquels on n'avait pas du tout pensé. Donc, à partir de là, c'était il y a 3 ans, à partir de là, on est encore plus vigilant sur l'écoute, sur la création, la conception des sons. On essaye de sensibiliser certains artistes en disant « Ah, peut-être que c'est pas forcément le meilleur son ». Il y avait les sons aussi, je me souviens d'aspiration qui vous rappelaient pendant les périodes d'opération de vos yeux. Mais on était 2. Il y a eu plusieurs traumas, il y a eu plusieurs chocs. Aussi par rapport à l'opération. Puis là, j'avais fait, OK, tu sais, un peu comme, tu sais, parce qu'à ce moment-là, tu dis, coudon, ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, quand il y a une autre personne qui, elle aussi, a vécu des opérations et qu'elle a fait la même association, mais c'est ça, c'est le son. Puis c'est comment le son que vous, puis
comme tu dis, en plus, là, clairement, l'objectif n'est pas de nous amener dans nos traumas, là, hein, c'est pas ça, là. On veut pas traumatiser le monde, hein, c'est ça. Mais que ça... Ben oui, c'est ça qui est arrivé avec ce type de son-là et qui a fait qu'après ça... Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, là. Il y en a que ça m'a apaisé, en fonction de l'expérience, qui n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. Puis c'est arrivé au son, ça arrive parfois à certains touchés aussi. Donc, on le vit. Puis, ça nous permet pas de créer des recettes, mais ça nous permet juste de rester vigilants, d'enrichir l'empathie, de rester bienveillant, de juste... même tu sais, moi, je suis une maman, puis, tu sais, j'ai aussi une autre conscience de la société aussi, les poussettes, les pas poussettes. Tu sais, de juste... continuer de vivre dans ce grand tout, puis de juste faire évoluer, de peut-être transmettre, de faire prendre conscience à certaines personnes. Donc c'est comme on vit en vase clos certains processus créatifs, puis après ça nous permet de les faire déborder dans la société, puis de pouvoir en parler, de pouvoir rester vigilant, puis de continuer à viser l'inclusion. Ben oui, absolument. Et moi, ce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié dans tout ce processus-là, c'est vraiment la façon que ça a été encadré. Tu sais, comment vous avez été présent, tu sais, tout le monde, il y avait plus... Je pense que vous étiez même plus... Tu sais, dans le sens qu'il y avait pratiquement 1 pour 1, là. Ouais, c'est et même qu'on plus, souhaite. là. Il y en avait des fois plus que la quantité qu'on était, là, en situation de handicap, là. Et c'était de voir comment, à aucun moment, on a senti du jugement. Vous étiez vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance. De là, pourquoi on faisait au début, tu sais, qu'on ouvrait le cercle, un partage... On vit l'expérience, on refait un cercle, on reparle. Mais tu sais, il y avait vraiment ce côté-là qui était... Puis il y a des liens là, qui se sont tissés, tu sais, même dans la communauté, parce que là, moi, je connais pas cette personne-là. Et là, finalement, on se retrouve. Comme moi, il y en a une, à un moment donné, j'ai retrouvé dans le transport adapté. J'étais assise dans le transport, j'entends sa voix. Tout de suite, je l'ai reconnue. Puis elle m'a reconnue. Puis là, on s'est mis à jaser et tout ça, mais c'est ça, c'est que ça a vraiment créé... On a vécu quelque chose, tout le monde ensemble, puis c'était beau. Moi, c'est ça que j'ai aimé, que c'était vraiment inclusif, puis il y avait plus de différence entre « je vois »,« tu vois pas »,« tu vois mieux »,« tu vois moins bien ». On était juste dans l'accueil de tout ça, là. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, en fait, depuis la création de l'audiodescription et tout le dispositif et donc tous ces projets qui viennent se greffer, en fait, on a réalisé, c'est plus grand que nous, mais on a réalisé qu'on a créé une sorte de club social. Club social où on est hyper heureux et heureuse de se retrouver. Le club social grandit et ça nous fait aussi nous dire que on peut pas abandonner tout ce dispositif, tout ce procédé qui est en place parce que si on abandonne, c'est comme... On abandonne tout ce club social qu'on adore pour de vrai. On se retrouve de spectacle en spectacle. Puis pour tous tes auditeurs qui ont envie d'embarquer, il y a encore de la place dans ce club social. Ah oui. Moi, je reçois les communiqués, là, les courriels à chaque fois. Il y a un spectacle. C'est ça. Et dans le fond, sont tous... en audio-description. Alors non, pas tout à fait. Nous, ce qu'on fait dans Cité, donc, et puis on le fait en partenariat avec plein de diffuseurs de danse à Montréal, mais bientôt aussi de cirque, ça je vais t'en parler, mais l'idée c'est, on s'est embarqué dans offrir un peu, pour une personne aveugle, un parcours culturel à la découverte, j'ai envie de dire, des danses, mais aussi des salles de spectacle de Montréal. Ça fait, on embarque dans on est dans notre 5e saison. Tous les mois ou tous les 2 mois, on offre un spectacle à Montréal de danse qui est offert avec audiodescription en direct. Donc ça, c'est en parallèle de notre activité principale qui est de diffuser des spectacles de danse, de produire et diffuser des spectacles de danse. En parallèle, on a créé cette programmation de spectacles de danse avec audiodescription en direct et vient s'ajouter le nouveau joueur qui est le 21 février, le premier spectacle de cirque qui va être audio-décrit à Montréal. Cirque contemporain, on a décidé
de rendre accessible le spectacle de Machine de Cirque, qui est une compagnie québécoise qui a pondu son nouveau spectacle qui s'appelle Kintsugi. Donc là, on vient ajouter un peu une nouvelle discipline à notre expertise de description. Donc, le cirque, avec tout ce que ça contient de danger, de risque, de vertige, on est hyper curieuse et curieux de découvrir comment, par les mots, transmettre tout ce que le cirque peut transmettre quand on assiste à un spectacle. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de créer un parcours culturel. On fait affaire avec plein de diffuseurs de Montréal. Quand tu dis des diffuseurs... Alors, je pense à tous mes partenaires qui sont Danse. Donc là, on va offrir les spectacles de grande envergure, grand déploiement. Mais après, on s'en va à La Chapelle Scène Contemporaine où on est plus sur des spectacles petite forme, expérimentales. Mais on peut aussi se retrouver avec nos productions qui sont beaucoup plus en marge. Et après, on va à la Maison Théâtre. Donc là, on est dans du jeunesse familiale. Tu vois, on essaye de rebondir et d'offrir comme un éventail très, très large de la création aujourd'hui contemporaine. Mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, comme exemple, au Grand Ballet canadien, s'il y a un spectacle qui est en audio-description, ben c'est parce que c'est vous qui avez un partenariat avec eux? C'est ça. Comme exemple avec le festival Transamérique, FTA, il va y avoir un spectacle qui sera... peut-être même 2, là je révèle peut-être un punch, mais on est en train de travailler là-dessus. Mais oui, on essaye. En fait, ce qui se passe, c'est que quasiment 1 an plus tôt, moi je propose aux diffuseurs, je leur dis là, je vais bâtir la saison qui s'en vient, je vais bâtir la saison des spectacles avec audio-description. Qui a envie d'être là-dedans, qui a les moyens d'accueillir aussi une audio-description avec notre service complet. Oui. Et donc, on bâtit comme ça un spectacle tous les 2 mois. Et on reçoit en fait toute leur programmation, mais tous leurs souhaits, leurs coups de cœur. Et à partir de là, nous, on fait vraiment notre programmation en pensant à tous nos spectateurs, spectatrices. Puis aussi, on essaye si ça a été le cas que... je pense à Jean-Claude qui m'a dit « J'adorerais assister au ballet jazz de Montréal ». Et l'année d'après, on a audio décrit les ballets jazz. De plus en plus, on a envie d'avoir accès au Grand Ballet canadien. Alors, je me mets au défi de rencontrer les grands ballets. On sait qu'il y a une conversation qui va être entamée, mais je crois qu'il va être nécessaire, peut-être la saison prochaine ou celle d'après, d'offrir en audio-description un spectacle des grands ballets, mais ça prend quand même pas mal de travail pour établir ça. Ça prend des budgets, ça prend aussi toute une organisation pour accueillir au mieux le jour J. Mais je pense peut-être tes auditeurs pourraient rebondir, mais et si Casse-Noisette était audio-décrit? Mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça je pensais quand j'ai dit les grands ballets, je me suis dit... Casse-Noisette. Alors, si ça se réalise, on saura que c'est vous. C'est certain que nous, on se greffe. Oui. On se greffe au spectacle. On n'a aucun poids sur le spectacle en tant que tel dans son artistique. Non. Nous, on vient greffer l'audio-description. C'est ça. Mais quand on dit que vous venez greffer qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vous qui faites l'audio-description. Alors, nous, il y a 5 ans, il faut se rappeler que j'ai l'impression que ça n'existait pas du tout au Québec, en tout cas, l'audio-description de spectacles de danse. C'était... Il y en avait un, je pense que ça commençait... Théâtre, oui, c'est ça, j'allais dire, au théâtre. C'était un peu, mais puis la pandémie a complètement gelé tout le monde, ça c'était clair. Mais nous, on a saisi cette opportunité pour vraiment bâtir un petit plan de match. On a fait venir une expertise française qui est venue et on a décidé en fait de former des ressources outillées en audio-description. Donc des gens qui vont être capables de décrire en direct les spectacles de danse. En direct? En direct. Donc là, on ne parle pas des spectacles de théâtre où en description vient s'insérer dans les silences. Là, on parle de décrire seconde par seconde des spectacles qui n'utilisent pas nécessairement la parole. Parfois, oui, mais là... Non, c'est ça. Là, donc, on parle de spontanéité, là. Ouais. Et donc, ça prend un vocabulaire, ça prend quand même une façon de regarder une œuvre. Mais ça fait un peu comme un interprète. C'est ça, exact. Tu sais, mais c'est un peu la même chose. L'interprète, il ne sait pas qu'est-ce que la personne va dire 2 secondes avant qu'elle va le dire. Donc, il doit être prêt dans le moment présent. Dans le moment. Mais là, c'est un peu la même chose. Exact. Les mouvements. Sauf que c'est ça. Ça prend un travail en amont. Ah oui. Quand même. Donc, nous, on s'est dit, on va former un pôle de ressources outillées ici. Donc, aujourd'hui,
à Densité, on a formé, on a vraiment facilité des formations. On a un pôle de 7-8 audiodescripteurs, audiodescriptrices qui sont prêtes à décrire les spectacles de danse largement. Donc danse, théâtre, performance et donc la cirque aussi, on ajoute. Mais donc, c'est des gens qui travaillent quasiment 1 mois en amont de la représentation, qui vont vraiment soit se rendre en répétition beaucoup, mais aussi regarder une vidéo intégrale de répétition, puis commencer à écrire le texte pour qu'il fasse du sens dans son entièreté. Puis plus tu avances, plus tu te rapproches du spectacle, plus le texte, il va se préciser et il va peut-être être aussi en consultation avec certaines personnes aveugles pour voir si ça fait réellement du sens quand c'est décrit de cette façon-là. Puis il est précisé jusqu'au jour J où là, l'audiodescriptrice ou l'audiodescripteur se retrouve à lire son texte en direct tout en l'ajustant parce que dans le direct aussi d'un spectacle, il y a de l'improvisation potentiellement. Il y a, pour le cirque, éventuellement, on le veut pas, mais il y a des chutes qui peuvent arriver, il y a des éclats de rire, il y a des artistes qui réagissent dans le direct. Donc, c'est un peu la beauté de la chose. Mais oui, Densité, on a un pôle d'audiodescriptrices, un bassin qui œuvrent et moi je répartis les mandats, je répartis ces gens-là pour leur... C'est beaucoup des artistes de carrière qui ont ajouté ça à leur... Comme le doublage. Ouais, aussi, exact. Qu'il y en a souvent que ça va être leur carrière parallèle, complémentaire. Ouais. Puis j'essaye vraiment de diversifier puis d'offrir ces mandats-là à le plus de personnes possible. On sait comment un artiste vit dans la précarité, donc si on peut offrir ça. Puis, de ce qu'on entend, c'est aussi que ça devient des complices, des amis dans les oreilles aussi. Puis, ça crée des affinités pour certaines personnes. Peut-être que toi, tu auras une affinité avec, je pense à un type de Georges voix. Nicolas, mais peut-être qu'une autre aimera beaucoup la façon dont Emily va parler dans l'oreille. Tu sais, on a vraiment, selon aussi leurs expertises, on essaye de les mettre à la bonne place au bon moment. Donc, il y a aussi ça qui se cache dans Densité, c'est vraiment la répartition, l'offre de contrats aussi. Et puis, ça crée aussi ce genre de pôle d'audiodescriptrices qui peuvent se partager les bons coups, les acquis et comment continuer de faire évoluer aussi une pratique qui est naissante. Hein. C'est un bébé, ce projet-là, il a juste 5 ans. Donc, et puis, tu sais, c'est arrivé aussi qu'on le vive comme un laboratoire, donc on fasse affaire avec Étienne Lou, comédien, qui se lance en freestyle sur une description en direct sans avoir rien préparé. Donc on essaye aussi de varier totalement le format des audiodescriptions pour voir qu'est-ce qui résonne le plus pour la communauté des personnes aveugles, parce qu'on entend de plus en plus que le plus humain c'est, le plus agréable c'est. Dans les oreilles. C'est ça qu'on entend beaucoup, donc on a envie de continuer. Le plus humain. J'entends beaucoup dans les conversations avec les personnes aveugles que non à l'intelligence artificielle dans les audiodescriptions. Faut pas que ce soit robotique. Je sais pas du tout comment ça serait pour de la danse ou du cirque ou de la performance. On dirait que ça vit. Mais probablement que ça mais c'est parce qu'en fait, éventuellement, probablement que ça serait facile de dire « Ah, voici, tu mets le programme et ça se passe. » là. Mais tout ce côté-là, je trouve, de manque de chaleur, je pense que c'est ça que les gens disent quand ils disent plus humain. Puis c'est parce que quand on a un handicap visuel, la synthèse vocale... On est déjà là-dedans. On a déjà de la synthèse vocale à plein de moments. Puis moi, je me rappelle déjà avec mon intervenante, elle me faisait écouter des voix. Ouais. Parce que, justement, elle dit « Ah, tu vois, toi, t'aimes moins cette voix-là. Ben, il y en a d'autres, tu sais, qui vont la préférer. Ben, c'est parfait, mais justement, ce que ça fait, c'est quand je vais écouter même un livre audio... il y a un type de voix, il y a des sons, comment sa voix va être placée. Des fois, ça fait vraiment comme une irritation. Fait que je pense qu'il y a de ça aussi. Tu sais, plus on va sentir que la personne est humaine et non parfaite, plus on préfère ça. Puis moi, je sais qu'au niveau de la danse, particulièrement, si je compare maintenant avec le théâtre, ben le théâtre, c'est que c'est les déplacements. T'sais, on entend la parole. On n'a pas besoin de l'avoir en audiodescription. C'est les mouvements. Donc, il n'y a pas une surcharge d'informations.
la danse. Uh-huh. Il peut avoir, je veux dire, un mouvement au milliseconde, là, je veux dire, ça peut aller très vite. Oui. Comment qu'on fait? Ah, j'aurais dû venir avec une audiodescriptrice parce que je peux préciser que je ne suis pas audiodescriptrice, mais je les écoute et en février, on sera rendu à la 21e œuvre audio décrite et je les ai toutes écoutées. Donc, j'essaie aussi en toute empathie de fermer les yeux, d'écouter, de donner. Mais je ne suis pas une experte d'écriture et d'audio-description, mais ce que j'entends de toutes les propositions faites, c'est que parfois, oui, on va donner la description factuelle des mouvements. Oui. Mais ce qui est plus apprécié, c'est quand l'audiodescripteur ou l'audiodescriptrice se laisse porter par une rythmicité pour comme devenir en réelle résonance avec les artistes. Je pense à certains spectacles où finalement on se retrouve à voir les artistes en face qui vont vraiment rentrer dans une pulsation 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puis finalement, on entend l'audiodescriptrice dire elle lève le bras à droite, gauche, droite, gauche. Puis là, en fait, finalement, la description devient très vivante et très rythmique. Oui, je comprends. Plus que elle lève le bras à droite, à gauche, à droite. Donc, en fait, il y a une sorte de création d'une sonorité aussi dans la façon de prendre les mots. Et il y a un abandon du factuel, de devoir tout décrire parce que c'est pas possible. Non, mais non. De tout décrire, puis en fait, ça fait pas de sens. Non. De tout décrire non plus dans la terminologie des gens de la danse. Ça, on l'a clairement réalisé. Donc, c'est comme toujours un aller, comme va-et-vient pour trouver le bon équilibre, les bons mots, le bon ton, la bonne rythmique, puis c'est très, très, très intéressant. Et ça reste que la danse, c'est aussi très abstrait. Ouais. Hein? Et je peux même dire le cirque, parce que moi, des fois, je vais voir un spectacle de cirque et je comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu sais, des fois, tu veux savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, là. C'est quoi l'histoire? Mais des fois, on dirait que c'est 1 heure plus tard que tu commences à faire « Ah, ouais, OK. » Mais la danse, il y a beaucoup ça, là. Donc, tu sais, puis pour en avoir vu beaucoup à la TOU, justement, où est-ce que c'est quand même des spectacles, tu sais, qui peuvent prendre toutes les... tu sais, parce que c'est international, là. Fait que t'en as de toutes sortes de pays qui arrivent avec leur culture et tout ça. Là, toi, tu parlais que c'est une compagnie... Ici. Ouais, Machines de cirque qui sont basées à Québec. C'est ça. Là, c'est sûr que c'est déjà un petit peu plus près de... Moi, je pense que j'ai jamais vu un spectacle... Culture locale. Non, pas de cirque. Je ne pense la bienvenue. Pas. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a tout un côté où est-ce qu'on fait découvrir la scène juste avant? S'il y a des costumes, on les fait toucher? OK, c'est ça. Il est assez systématique, ce dispositif, en amont du spectacle, avec audiodescription. On convie à un atelier de présentation qui allie une visite tactile. Si c'est possible d'accéder à la scène, on va se rendre sur scène pour toucher les décors, les accessoires, éventuellement rencontrer les artistes. Oui. Mais aussi, en danse, on essaye de faire découvrir certains mouvements en tout respect de toute condition physique pour tout de suite mettre certains mots, certains référents qui seront utilisés lors de l'audiodescription. Okay. Donc, on peut se retrouver à faire bouger nos guides ou nos accompagnateurs, puis la personne aveugle va pouvoir toucher le mouvement. Et là, on sait que peut-être dans l'audiodescription, quand on entendra le mot exact, quand on entendra, je dis par exemple, gueule de dragon, on aura touché cette posture de main d'une certaine façon avec une rigidité des doigts par exemple, puis là on pourra se le représenter. Donc dans l'atelier en amont, il y a tout ça. Mais quand tu dis atelier en amont, ça veut dire que comme avant le 21, ça veut dire qu'il y a ça juste avant que le spectacle commence. Ouais, là, je suis en train de finaliser l'horaire avec la TOU. Mais mon rêve, mon idéal, puis ce sera confirmé dans l'appel à spectateurs qui sortira en début de semaine prochaine. OK. Nous allons convier les personnes à venir dès 11h. Oui. Le matin. OK. À peu près à 11h30, on va embarquer dans cet atelier de présentation
qui va durer un beau 45 minutes, qui va être très, très intéressant, je pense, parce qu'on va pouvoir toucher à certains agrès de cirque. Agrès, c'est les accessoires utilisés, je pense au trapèze, je pense à certains éléments qu'utilisent les acrobates de cirque. On va pouvoir avoir accès à ça. Ensuite de ça, on va embarquer dans une pause lunch, mais la pause lunch va être introduite par quelqu'un de la TOHU qui va nous parler de la mission du lieu, un peu comme une visite guidée, mais audio décrite de ce que c'est la TOHU, parce que c'est un pôle de cirque, oui, mais c'est un pôle aussi social et communautaire hyper intéressant. Donc notre lunch va être à la fois un moment social où chacun pourra venir avec son propre lunch, mais aussi avoir accès à une sorte de présentation de la TOHU. Donc ça va être à peu près 12h30 à 1h30. Mais le spectacle est à quelle heure? 14h. OK, donc on entre en salle, on s'installe, on vit l'audio-description du spectacle et on reste en salle avec une rencontre avec les artistes. OK, donc ça, c'est la semaine prochaine que tu vas savoir davantage comment ça va se passer, tout ça. On trouve les informations où? Site Internet, Densité? Densité.org et dans mon infolette spécialisée aussi, ce sera bien mentionné. Vous pouvez me contacter. Parfait. Ben merci beaucoup, Maude. Ça a été un grand plaisir. Merci. Plaisir. Je remercie mes invités. Aujourd'hui, ça a passé vite. Alexandre Poitras et Maude, justement, qui était là avec moi. Et Mathieu à la mise en onde. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.